Docteur Monté, Isabelle Menénon disparaît le 6 août 1991, une disparition qui n'alerte pas la police de Longwy. Ses parents, eux, en revanche, sont désemparés car convaincus que quelque chose de grave est arrivé à leur fille, une fille bien sous tout rapport, calme, sérieuse. Et cela fait 2 mois qu'on la recherche en vain, lorsque le 20 octobre 1991, un chasseur fait une macabre découverte dans un bois, le bois de Turpange, de l'autre côté de la frontière, donc en Belgique. Vous avez pu étudier cette scène de crime qu'on va découvrir, le corps d'Isabelle Menénon. Est-ce que vous pouvez déjà me photographier et analyser cette scène que les premiers intervenants découvrent? La scène du crime d'Isabelle Menénon est constituée d'un cadavre totalement dénudé, face contre terre, le visage incinéré, avec néanmoins donc des traces déjà apparentes d'embrasure, donc de coups portés à la tête sévères sur l'arrière gauche du crâne, ainsi qu'un positionnement en X, c'est-à-dire des jambes écartées, laissant entrevoir toute la partie sexuelle, ainsi que des bras, mains, en haut de la tête, rejointes quasiment à hauteur des mains. Nous avons un cadavre qui a également conservé l'ensemble de ses bagues, bracelets, colliers, à une exception près, c'est-à-dire la boucle d'oreille sur son oreille droite, et qui n'a plus d'habit, retrouvé néanmoins non loin du cadavre, avec l'ensemble des éléments. Il semble bien qu'il n'y ait eu aucun objet appartenant à la victime qui ait été emporté ou gardé par le criminel. Cette scène du crime est typique d'un criminel sexuel violent organisé, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut garder la vision claire d'un stimuli à la vue du cadavre, c'est-à-dire qu'il a positionné un tant soit peu ce cadavre pour encore provoquer en lui un fantasme qui sans doute allie toute puissance et sexualité perverse, mais qui quelque part donc va lui donner toute satisfaction, même s'il s'agit d'un cadavre. C'est comme un mannequin, c'est comme une personne totalement chosifiée, mais qui dans une posture sexuelle, ou dans l'état en tout cas dans lequel il se trouve globalement, lui provoque une satisfaction, une gratification sexuelle. On dit qu'il y a un élément, en tout cas une dimension narcisso-sexuelle, sur lequel j'ai beaucoup insisté personnellement, c'est-à-dire que imaginez qu'un individu soit en principe mu, comme tout à chacun, par des mobiles. C'est-à-dire qu'il tue pour l'argent, pour la vengeance, pour des crimes passionnels, qu'on peut imaginer assez facilement version Colombo. Celui qui a fait ça met son corps volontairement dans une posture et dans une situation qui n'était pas nécessaire de faire pour commettre son crime. Il fait quelque chose de plus qui signe, dit-on, mentalement, en psychologie criminelle, une partie de ce qu'il a dans son mental. Et donc, il a un fantasme, dit-on le plus souvent, un fantasme donc, qui associe une partie narcissique, narcisso, et une partie sexuelle, perversion sexuelle. Un tueur en série, un criminel sexuel violent organisé, plus précisément, aime à projeter depuis son esprit, depuis son fantasme, ce qu'il voudrait faire sur la scène du crime. C'est vraiment une projection mentale. Et on dit qu'il y a un fantasme narcisso-sexuel, c'est-à-dire qui associe une partie narcissique, autrement dit de toute puissance du criminel sur sa victime, qui va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans ses comportements sur la scène du crime, sur le cadavre même, le positionnement même du cadavre, et une partie sexuelle, de perversion sexuelle, où une relation sexuelle normale n'a pas lieu d'être. Il va au contraire recourir à des alternatives, des positionnements, des paraphilies, des choses en tout cas déviantes au plan sexuel, dont une posture avec un cadavre qui a le même stimuli pour lui qu'une relation sexuelle normale.
Dans le cas d'Isabelle Lenénan, sa première victime connue de la procédure, en la mettant face contre terre, il dénie déjà sa personne. C'est-à-dire qu'il cache volontairement toute la partie faciale, dont son visage, et donc la dépersonnalise ce faisant. Pour lui, très clairement, c'est déjà un objet de plaisir. Deuxièmement, il va carboniser, incinérer son visage. C'est clairement dégrader davantage ce cadavre pour la déshumaniser encore plus, mais sans doute aussi exprimer une forme de colère-riposte, c'est-à-dire une colère, une forme de furie, de rage, qu'il n'a pu difficilement contrôler, et riposte, c'est-à-dire qu'il considère à ses yeux, au moment où ça arrive, au moment du passage à l'acte, que cette femme ne mérite pas un autre sort que celui de la détruire, sans doute représentant à ses yeux une personne dans son vécu ou un substitut, quelque chose en tout cas qu'il hait profondément depuis longtemps. Troisièmement, l'embarrure, c'est-à-dire le fait qu'on frappe vraiment cette victime très fortement. Quand on parle de l'embarrure, c'est 3-4 cm de largeur, avec une profondeur de plusieurs centimètres également, et il y a eu plusieurs coups, mais en tout cas un coup fatal qui enfonce complètement la boîte crânienne. Ce coup fatal est une concentration de rage. C'est comme si la pulsion meurtrière s'était transformée en folie dans le passage à l'acte, une espèce de décompensation, de décharge émotionnelle majeure, qui s'est donc focalisée à ce moment précis par un coup extrêmement violent. Troisièmement, embarrure majeure au crâne, à l'arrière gauche du crâne. On parle ici d'une embarrure qui fait quand même 3-4 cm de largeur, avec également plusieurs centimètres à l'intérieur du crâne. Donc il a été complètement enfoncé par un coup fatal où s'est concentrée toute son énergie, toute sa décharge émotionnelle, toute sa rage, qui s'est déclenchée sans doute dans une interaction tout à fait spécifique entre l'auteur et sa victime. Ça montre un élément pulsionnel majeur, c'est-à-dire qu'il a pu peut-être être organisé avant, il a pu être organisé éventuellement après, mais au moment du passage à l'acte, c'est quelque chose qu'il a du mal vraiment à contrôler et qui est une forte décompensation désordonnée, inorganisée. Cet individu-là donc n'est pas, sans aucun doute, dans un profil très organisé et donc ne sera pas extrêmement sociable, ne sera pas extrêmement compartimenté entre une vie rangée et une vie délinquante. On va sans doute voir une forme de porosité entre les deux, et donc il est sans doute connu des services de police, avec cette forme de mixité comme ça, où il allie un jour la délinquance, un autre jour une vie à peu près normale, mais voilà, on va le voir arriver. Quatrièmement, il y a la position générale du cadavre. Le X montre bien le fait qu'il a voulu étendre le cadavre, c'est-à-dire ne pas le mettre de manière extrêmement renfermée. Il a voulu vraiment élargir les membres, étendre ce cadavre pour lui donner une espèce d'amplitude, une amplitude visuelle, une amplitude sexuelle. Et évidemment que la partie des fesses est extrêmement visible en le mettant comme ça en X. Sans doute qu'il y a, en tout cas il est bien connu dans ces cas-là, une forme de masturbation, une forme de voyeurisme, une forme d'alternative ou de paraphilie à la relation sexuelle normale. Pour lui, c'est très important. C'est un indicateur majeur d'une forme d'incompétence sexuelle. C'est-à-dire qu'il est au moins autant habitué à avoir une relation sexuelle dite normale, avec pénétration normale, avec une femme, que recourir à fétichisme, prendre des objets alternatifs, exhibitionnisme, il peut lui-même se mettre en scène pour éprouver le même plaisir, voyeurisme, voir effectivement et éprouver les mêmes stimuli de la même manière, et là très clairement il nous montre le voyeurisme. Donc cet individu a sans doute des antécédents en rapport avec ces alternatives paraphiles qui signent de nouveau son comportement dans le positionnement spécifique de son cadavre. Et puis, il ne faut jamais oublier enfin la victime. C'est-à-dire qu'on sait déjà, au moment où on découvre le cadavre, cinquièmement, qu'il y a un profil victimologique très clair. On a une personne qui fait en gros 50 kg, 1,60 m,
qui vient d'un milieu ouvrier, qui est plutôt une gentille fille. Cinquièmement, on connaît déjà à ce moment-là le profil de la victime. On sait que c'est Isabelle Lenénan, on sait que c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a fait 1,50 m pour 60 kg, qui vient d'un milieu ouvrier, qui est plutôt simple, agréable, qui a déjà un petit ami, qui est plutôt rangé, qui travaille normalement, mais qui n'est pas une victime très sophistiquée. En criminologie, ça veut dire qui représente un défi ou un challenge pour le criminel. C'est donc plutôt quelqu'un dans la moyenne des profils victimologiques, accessible, mais pas difficile à avoir. Jolie, mais pas extrêmement belle. Plutôt dans l'opportunité, finalement, de l'occasion qui s'est présentée à l'individu, mais face à une personne, à un profil de victime qui a plu très clairement à l'agresseur, et qui donc représente sans doute une convoitise sexuelle. Et partant de là, on a de nouveau ce sentiment très clair en déduction psychocriminologique qu'on a affaire à un tueur mixte. Certes, il montre déjà des allures organisées, permettant de dire qu'il a contrôlé, sélectionné et prémédité son acte, mais son profil victimologique cible finalement des personnes d'occasion agréable, d'occasion accessible, d'occasion voilà, permissible en quelque sorte. Et donc c'est quelqu'un qui est nécessairement dans son fonctionnement mental plus opportuniste que stratège, plus mixte donc que très organisé, plus dans une approche organisée, mais on voit très bien que lors du passage à l'acte, y compris dans la sélection de sa victime, dans le choix de cette victime, il y a quelque chose qui est beaucoup plus moyen dans la manière d'aborder les choses. Et donc, on s'attend à ce que ce soit un individu qui peut, déjà en termes de lieu, de facteur espace-temps, répondre davantage à cette pulsion et à un profil victimologique opportun qui le situe finalement dans un lieu de vie ou un lieu d'activité où la rencontre entre l'auteur et sa victime est privilégiée. Et donc, on devrait, d'ores et déjà en matière d'investigation, en partant de là, prioriser l'hypothèse que sur le passage de la victime dans ses lieux de vie habituels se situe une plus grande probabilité que l'auteur puisse la saisir dans ce passage. Et que lui-même, d'ailleurs, soit dans une zone de confort, comme on dit, où il ne prend pas beaucoup de risques, finalement, mais où il voit, intervient assez fréquemment pour cibler ses victimes. Partant de là, n'oublions jamais également sur la scène du crime le facteur espace-temps. C'est-à-dire le fait qu'on retrouve un cadavre, mais il est très éloigné de l'endroit où elle a disparu. On est quand même à la frontière franco-belge, ça renvoie à la détermination de l'auteur à essayer de brouiller les traces et indices, ne plus répondre à la compétence territoriale du lieu du crime, et à déposer son cadavre donc dans un autre pays, montrant sa mobilité et sa conscience, sa pleine responsabilité des risques qu'il encourt s'il laissait ce cadavre non loin du crime ou dans le territoire où il a commis ses faits. Et là, on voit bien effectivement qu'on a un individu finalement qui est presque un voyeur, prédateur, avant le crime, plutôt un impulsif avec une forte décharge émotionnelle pendant le crime, et enfin quelqu'un qui retrouve ses esprits et qui même semble très à l'aise au bout du compte dans sa mobilité géographique après le crime, et qui va laisser ce cadavre dans un endroit particulièrement isolé. Je rappelle que pour arriver à l'endroit où on va retrouver même les deux premières victimes, il s'agit d'un endroit boisé où il faut d'abord prendre une route nationale, puis une route rurale, puis une route de chemin de terre pour enfin arriver dans quelque chose de particulièrement isolé. Seuls des chasseurs ou des promeneurs auraient pu finalement trouver le cadavre, voilà, pour le découvrir en tout cas de manière assez évidente. Et notons enfin peut-être septièmement que ce cadavre a été retrouvé de manière visible.
C'est-à-dire qu'il ne l'a pas caché, il ne l'a pas dissimulé, il ne l'a pas brûlé totalement, il n'a pas fait en sorte de l'enterrer, il n'a pas fait donc toute une série d'actes qu'il aurait pu faire pour retarder la découverte de ce cadavre. Cela aussi nous indique qu'il n'est pas particulièrement organisé, qu'il reste finalement dépendant de ce voyeurisme, sans penser à, je dirais, les risques qu'il encourt dans une investigation normale à laisser un cadavre exploitable par les médecins légistes, les enquêteurs, la police technique et scientifique derrière lui. Et là, on voit bien de nouveau ce côté, quelque part, dépendant au plan sexuel, qui gouverne son besoin irrépressible de la mettre en scène, de la positionner, de faire en tout cas, de la laisser finalement visible comme ça, y compris d'ailleurs pour les enquêteurs qui arriveront même si le temps a passé et le cadavre s'est dégradé. Mais ça ne le dérange pas. Pour lui, c'est effectivement important de laisser ce cadavre en X, dénudé, partiellement carbonisé à la tête, tué avec une embarrure extrêmement visible et finalement exprimant son plein fantasme narcisso-sexuel. C'est ça qui signe un tueur en série. C'est ça qui signe un tueur en série à dominante organisée, mais c'est ça aussi qui signe un tueur en série plus facilement repérable parce que mixte, parce que connaissant sa victime de manière opportune dans un lieu de vie et dans son passage à elle, et aussi d'antécédents nécessairement des services de police, parce qu'il ne compartimente pas totalement, étant mixte, ses antécédents judiciaires, ses éventuelles arrestations passées, ses actes de délinquance qui cheminent forcément avec ce type de profil, avec ces actes dont il essaye de dissimuler en tout cas les traces et indices. Pratiquement un mois après disparaît une autre jeune femme, toujours dans les rues de Longwy, même âge, même profil, bon, même prénom, hasard, mais en revanche, même profil. Je ne crois pas que ce soit un hasard, justement. Ah, le prénom aussi, vous pensez? Non, parce qu'il a forcément discuté avec elle avant. Ah, oui, il a une approche, donc il a pu au moins converser avec elle. D'accord, donc ça peut jouer. Ça peut jouer. Donc une deuxième jeune femme, Isabelle Christophe, cette fois-ci disparaît, même profil, même âge. On parle de tueur en série. À ce moment-là, tout le monde imagine qu'un fou, un prédateur erre dans ces rues de Longwy. Un tueur en série, c'est quoi exactement? Un tueur en série, c'est d'abord un individu qui tue au moins 3 victimes, selon la définition américaine, qui opère avec une période d'accalmie entre chaque homicide, ce qui le distingue par exemple des terroristes kamikazes qui tuent toute une série de personnes en une fois, ou les tueurs de masse, qui sans motivation terroriste feraient quasiment de même. On fonctionne donc par série, par épisode. Et puis troisièmement, il a une motivation qui est soit fantasmatique, soit pathologique, soit mystérieuse, mais qui ne répond pas en tout cas aux classiques du mobile apparent, bien connu, argent, vengeance, passion. De ce fait, dans le démarrage d'une enquête, on s'aperçoit très rapidement que les victimes n'avaient aucun ennemi véritable. La motivation, je dirais, d'un éventuel suspect ne se situe pas dans des conflits entre l'auteur et sa victime, connus, et qui justifieraient raisonnablement, rationnellement, donc qu'on ait voulu lui nuire. On est dans un inconnu. L'inconnu qui va tout de suite frapper les enquêteurs en se disant « mais cette fille-là, elle était pleine de joie de vivre. Cette fille-là était rangée, équilibrée. Cette fille-là était aimée de son petit ami, de ses parents. On la sent vraiment stable, insérée socialement. Et qu'est-ce qu'elle serait allée faire avec une mauvaise fréquentation d'elle-même ?» Alors, rapidement, l'orientation se fait vers toute autre chose. Et c'est bien dans la motivation, j'insiste, du tueur en série que se joue l'essentiel de sa classification criminologique. C'est-à-dire qu'il raisonne seul, sans connaître sa victime, avec un psyché, une psychologie qui lui est vraiment propre et qui fera que dans son regard à lui, rien qu'en regardant la victime, elle répond à ce qu'il attend. Il a envie de la traquer comme une araignée
avec une mouche dans sa toile, comme un chasseur veut traquer un gibier, comme un voyeur visionnant cette femme attractive veut l'attirer à lui et faire exactement ce qu'il veut d'elle. Il y a dans une série un style commun, donc des rapprochements que l'on peut faire, soit en termes de mode opératoire, soit en termes de signature psychologique, des éléments si spécifiques qu'ils en deviennent uniques dans une série criminelle. Par exemple, les probabilités, d'abord, que l'on retrouve deux jeunes femmes à 1 kilomètre de distance, dans un bois, derrière la frontière franco-belge, où il n'y a plus que leurs os ou leurs cadavres totalement dénudés, à l'évidence, et leurs vêtements juste à côté, c'est quand même très rare. Si on y ajoute ensuite, toujours d'un point de vue spatio-temporel, qu'elles aient été prises quasiment dans la même ville, c'est-à-dire que le lieu de rencontre est quasiment le même. On pourrait même se rapprocher de la rue ou des rues par lesquelles elles sont passées. Les voitures, c'est-à-dire la voiture de la première va être trouvée dans le parking de l'Intermarché où va être prise la deuxième, où travaille la deuxième. Donc il y a des éléments objectifs d'ores et déjà, spatio-temporels, qui font que ces deux-là sont à rapprocher, objectivement. Maintenant, si on y adjoint un profil victimologique, c'est là où le criminologue a sans doute, ou le profileur a sans doute un intérêt. On sous-estime complètement, je crois, dans une investigation classique, à quel point ce type de tueur en série, surtout s'il est organisé, sélectionne sa victime. Et il la sélectionne volontairement, mais il la sélectionne surtout inconsciemment. C'est-à-dire, en quoi elle répond à quelqu'un que j'ai déjà connu dans mon passé, comme un substitut, une victime par procuration. En quoi elle me plaît sexuellement. Et là, c'est vraiment du tout à chacun, mais le style, le type de femme répond évidemment à ce type de tueur sexuel, on le comprendra tous. Mais il y a également des points communs qu'on ne soupçonne pas, de type, à peu près le même âge, à peu près, c'est vrai, le même poids, à peu près la même taille, toujours des cheveux frisés, toujours des yeux marrons, toujours donc cette manière finalement d'être plutôt mince, plutôt agréable mais sans être vulgaire, être attractive sans être prostituée, être plutôt donc dans la jeunesse de l'âge, équilibrée sans être donc inorganisée d'un point de vue social. On pourrait continuer cette liste avec ces deux-là longtemps, parce qu'au bout du compte, on s'apercevrait qu'il y a au moins une cinquantaine de points communs entre elles. Simplement, faut-il aller chercher plus loin que l'apparence sociale, aller plus loin que le simple témoignage d'un père ou d'une mère qui vont parler d'elle. Il faut aller rechercher ses intérêts personnels, ses éléments d'enfance, la manière dont elles nouaient des relations avec père et mère, justement, la manière dont elles se sont rapprochées toutes les deux d'un petit ami, et quel petit ami, la manière dont elles éprouvent un vrai intérêt pour une catégorie professionnelle. La manière dont elles pourront aussi se comporter lorsque, un peu naïves ou un petit peu trop gentilles, on va dire, pourront marcher malheureusement dans le jeu de quelqu'un qui va demander assistance ou prêter assistance, car c'est le mode opératoire le plus couru des tueurs sexuels organisés. Il se présente à elles, très gentiment, très aimablement, un peu comme un gentil garçon vraiment à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Et est-ce que vous pouvez m'aider à faire ceci? Est-ce que quelque part vous verriez d'un bon œil, voilà, parce que je suis bien embêté, voilà, je ne suis pas très à l'aise là-dessus, mais voilà, la serviabilité. Il profite de la serviabilité, de la gentillesse de ces femmes-là. Une prostituée aurait passé son chemin. Une femme d'une grande classe ou d'un certain âge, on ne l'aurait pas fait aussi. Mais ce type de jeune femme répond à une approche calibrée que le prédateur sait adapter au profil de sa victime. Et c'est manifestement ce type de profil de victime auquel répond le criminel. En février 92, disparaît cette fois une troisième femme
la série continue à Longwy. Bernadette Bourg, on pourra, grâce au travail d'investigation de son compagnon, le docteur De Donato, retracer, du moins il y a un nom qui ressort à ce moment-là, Vincenzo Agutino. Donc on sait, on l'arrête, on perquisitionne sa cave, quoi du moins son domicile, et dans la cave on découvre l'horreur, des traces de sang. On n'a pas retrouvé de corps, mais on envisage déjà que malheureusement l'issue est fatale également pour Bernadette Bourg. Lorsqu'il passe aux aveux et qu'on perquisitionne justement son domicile, on découvre cette cave. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que Sébastien appelait l'antre de Vincenzo Agutino et également sur les circonstances, du moins ses aveux, la façon dont il va tuer et appâter surtout Bernadette Bourg? Vincenzo Agutino apparaît dès la troisième victime comme le suspect numéro 1 de la série. D'abord parce que, d'un point de vue victimologique, cette troisième victime, c'est la première en plus jeune. C'est-à-dire que la troisième victime pourrait être la première 10, 15, 20 ans en arrière. J'insiste, ce profil victimologique est capital chez un tueur en série sexuel organisé. Il va cibler un profil qu'il flaire comme un animal. Un peu comme un loup qui recherche un type de victime qui répond à sa race, à son espèce, qu'il va prédéterminer en priorité. Et donc, même si elle a une quarantaine d'années, retenons d'ores et déjà qu'il est très important d'opérer des rapprochements physiques et psychologiques malgré tout, ne pas se fier aux apparences, aller au-delà du masque social ou des premiers éléments de l'enquête, pour s'apercevoir que si vous faites un simple portrait psychologique et physique de cette femme 15 à 20 ans en arrière, elle ressemble énormément à la première. Ensuite, Vincenzo Agutino a vraiment le profil de l'emploi, puisqu'il est connu depuis très longtemps, depuis la Suisse, puis la Belgique, puis la France, étant un vrai délinquant sexuel et même un criminel sexuel, puisqu'il a déjà été arrêté pour viol, il a déjà été arrêté pour tentative d'homicide, a fait sa prison, a été libéré et finalement répond, il est vrai, à un profil de psychopathe bien connu, mais dont je rappellerai quand même quelques éléments clés pour bien saisir à quel point on le voit arriver de très loin. Un psychopathe, c'est un antisocial au plan psychiatrique. Je trouve que le terme est extrêmement bien choisi. Antisocial, contre la société. C'est-à-dire qu'il s'en prend de prime abord aux lois de la société, aux valeurs de la société, aux personnes les plus équilibrées ou représentatives de la société, et qui met en défiance de ce fait toutes les normes et tout ce qu'on espère de bien dans une société. N'allez donc pas trouver chez cet homme-là l'envie de s'en prendre à une pauvre femme qui serait déjà destituée de différentes qualités humaines et sociales. Non, il s'en prend précisément à celle qui a la joie de vivre. Il s'en prend précisément à celle qui est déjà intégrée socialement et sentimentalement. Il s'en prend déjà à une personne qui n'avait rien demandé, sinon à vivre simplement et normalement sa vie, et qui la fauche, vraiment comme une faucheuse de la mort, et qui va donc faire mal. Il va faire encore plus mal que n'importe quel tueur parce qu'il s'en prend à la plus gentille, à la presque une des plus vulnérables, une des plus représentatives du bien qu'on attend d'une personne humaine. On dit de ce point de vue-là qu'un tueur en série, c'est un principe général, pompe la vie de sa victime, vit dans la mort de sa victime. Il n'a rien, c'est un mort-vivant, un tueur en série. Il a stocké quoi dans sa vie, sinon violence, frustration, manque, divers fondamentaux, un père violent, une mère prostituée ou négligente ou complètement démissionnaire,
lui-même ayant pu participer à différents incestes ou différentes relations sexuelles précoces, déjà pervers, et la machine de la délinquance se met en marche sans jamais y trouver une véritable fin. Cet homme-là n'a ni amour véritable, ni estime de soi véritable, ni identité en tout cas que celle du délinquant, de l'abandonné, du négligé, du pervers en toute puissance, qui annonce eh bien, le sens de sa vie, qui est en fait de tuer. Tuer est le sens de sa vie. Tuer est vraiment le sentiment d'existence qu'il éprouve le plus au fond de lui. Et donc, Vincenzo Itino répond pleinement à ce registre-là. Enfin, je crois pouvoir dire que de vrais dysfonctionnements ont eu lieu avec cet homme. Et ces dysfonctionnements viennent soit de la police, soit de la justice, soit de psychologues ou psychiatres qui n'avaient peut-être d'ailleurs pas la capacité, il est vrai, d'intervenir totalement sur ce cas. Mais quand même, quand on a un individu qui est, on pourrait presque dire, naturellement amené à agresser sexuellement. C'est presque une pulsion irrépressible. Deuxièmement, il a déjà montré sa montée en puissance, cette espèce d'expérimentation progressive où chaque acte posé croît dans la violence, croît dans l'agression sexuelle, croît vers l'homicide, croît vers un profil donné et un rituel. La ritualisation du scénario criminel, où on a à peu près la même victime, le même type de passage à l'acte, les mêmes motivations sexuelles et autres éléments donc de rage. Parce qu'il faut bien comprendre que chez Vincenzo Itino, il y a une rage qui s'exprime par des colères incroyables, par des maltraitances, y compris sur sa femme, incroyables, invraisemblables, qu'il est capable d'être une véritable tornade dans un bar où il valse tout, comme si c'était la tempête du désert. Et cet homme-là va passer dans les mains de la police un nombre incalculable de fois. On l'appelle même l'homme aux 50 dossiers. Ce n'est pas rien. On va le voir violer et être mis en prison pour cela. On va le voir tenter de tuer, on va le mettre en prison pour cela. Tous les psychiatres qui l'ont vu passer l'ont non seulement diagnostiqué psychopathe dangereux, on sait qu'il va recommencer, on sait qu'en tout cas, il a la personnalité et les troubles du comportement constitutionnellement prédicteurs de la série criminelle. Mais on le laisse sortir. Et pourquoi on le laisse sortir ? Là, je crois qu'il faut être juste et exact. C'est d'abord une histoire de loi. La loi ne prévoit pas, encore à l'époque, et même encore aujourd'hui, dans de nombreux cas de figure similaires, un vrai filtrage de ce genre de profil dangereux. C'est-à-dire qu'on fait peu ou moins la différence entre un tueur classique et un tueur en série. Entre un tueur qui a un mobile classique et un tueur qui a une motivation fantasmatique ou pathologique. Un tueur, autrement dit, qui va généralement s'arrêter à un ou deux cas parce que, par exemple, en matière de mobile classique, il s'est vengé une fois, on n'y revient pas, c'est terminé, hein, la personne à qui il en voulait, il a réglé son compte une bonne fois pour toutes, et donc il tourne une page, il poursuit sa route, voilà. Mais pas du tout pour un tueur en série, parce que par définition, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la caractérisation psychologique ou criminologique du délinquant, du criminel. Il faut savoir de quoi l'on parle. Il faut pouvoir se dire que ce n'est pas un assassin, Vincenzo Itino. Ce n'est pas non plus un tueur multirécidiviste, Vincenzo Itino. Ce n'est pas non plus un tueur de masse. Ce n'est pas non plus un fou, un malade mental, Vincenzo Itino. C'est un tueur en série sexuel, organisé, qui par définition, une fois qu'on l'a caractérisé ainsi, a une grande probabilité de recommencer, et pour qui toute thérapeutique, toute prison, toute
peine classique n'a aucun véritable effet sur lui. Ça ne marche pas avec ce genre de criminel. Incurable. Incurable, inamendable, inaccessible aux soins, qui ne le demandent même pas. De toute façon, il pense toujours avoir raison et être tout à fait normal. Il va même vous dire devant les policiers, « Ah, je sais que je suis un exhibitionniste. Ah, je sais que je suis un voyeuriste. Je sais même que j'ai violé des gens. Je suis un violeur, mais je ne suis pas un tueur. » Il jouera avec les faits. Il manipulera toute personne qui le mettra en danger. Il se fourvoiera complètement en espérant qu'un double jeu permanent l'épargnera de toute poursuite, de toute sanction. Il ciblera des victimes vulnérables avec qui il se mariera, avec qui il aura des relations même sexuelles, pour qui ça se passera bien parce que la domination est telle entre les deux que cette femme se soumet et n'aura pas une opposition qui pourrait déclencher le passage à l'acte. C'est un individu fourbe, rusé, malin, qui traverse la société en faisant croire ce qu'il n'est pas, parce qu'il est vide à l'intérieur. Il est creux. C'est un contenant qui, vide d'amour, vide d'estime de soi, vide d'identité, en tout cas bienveillante, la remplit petit à petit de perversion, de délinquance, de ce qui est sa nouvelle famille, qui est le sens à sa vie. Un vécu tragique, mais dont il fait payer aux autres sa tragédie. Vous dites justement un individu vide, sans émotion, hein, c'est-à-dire c'est oui. ça. Hein. Alors, sans aucun remords. Voilà, sans aucun remords. Vous avez décrit le sociopathe, le psychopathe, c'est pareil, c'est quoi? Non, justement, il y a une différence. Les sociopathes et les psychopathes, c'est ça? Au moment où Vincenzo Iuttino démarre sa série de délinquance, il est psychopathe. Psychopathe, c'est par définition quelqu'un qui est mu par des pulsions, donc comportement inorganisé, donc très rapidement arrêté par la police, avec des antécédents judiciaires, en série déjà. Parce qu'il ne contrôle pas ce qu'il fait. Il a envie de voler, il vole. Il a envie de violer, il viole. Il a envie de braquer, il braque. Je vois, je veux, je prends. Grand principe chez le psychopathe. C'est la satisfaction immédiate de ses besoins. C'est comme un enfant, de manière primale, qui veut son bonbon, qui veut sa poupée, qui veut tout de suite quelque chose. Et s'il n'y a pas de limite, s'il est vraiment l'enfant roi à décider lui seul de ce qu'il veut, n'ayant intégré aucun interdit véritable, alors il prend. Je vois cette femme, je veux cette femme, je prends cette femme. Puis, l'expérimentation va se faire. L'âge aidant, la prison, et ne souhaitant pas y revenir évidemment, la manière dont il sent que j'ai fait une erreur, j'en tire les leçons, tous ces éléments donc d'apprentissage criminel jouent en faveur du sociopathe. C'est-à-dire que c'est un psychopathe, mais qui devient de plus en plus organisé, de plus en plus masqué aux yeux de la société, sociopathe, et qui est surtout conscient. Il prend de plus en plus de place dans le contrôle de ses actes, dans la préméditation, la préparation, la stratégie d'approche, la manière dont il va vraiment cibler ses victimes qui lui plaît, la manière dont il va brouiller les pistes, qui va prendre sa voiture et mettre ses cadavres à des dizaines de kilomètres du lieu du crime, et le brûler, et le laisser dans une forêt pour que les bêtes s'en chargent. Au point que la deuxième victime sera, en dehors d'une recherche ADN, non identifiable, parce qu'on n'y a que des os. Bon. Cet homme-là devient de plus en plus sociopathe de ce point de vue-là. Et j'insiste aussi, vous voyez, de cette assimilation, de ce rapprochement à faire dans les concepts entre sociopathe et antisocial. Ce sont tous les deux des gens qui en veulent profondément à la société qui les a mal aimés, maltraités, au départ en tout cas, et il, retour de bâton, hein, à sa façon, il en vient à cibler des personnes et commettre des crimes qui sont vraiment des violations extrêmes aux yeux de la société. Des actes très graves, des actes qui feront mal, des actes qui représentent vraiment une des pires choses qu'on puisse faire à la société. Et j'en veux pour preuve aussi que Mohamed Merah, terroriste bien connu, était un tueur en série. Avant même d'être un terroriste, il fait partie de la catégorie des tueurs en série missionnaires, c'est-à-dire
qu'il a à peu près le même parcours de délinquance que Vincenzo Aiuttino. Il a à peu près les mêmes travers psychopathes, antisociaux, à vouloir absolument montrer à quel point il est le plus fort, par des actes de délinquance qui sont extrêmement diversifiés, mais qui passent aussi par des maltraitances physiques terribles vis-à-vis de femmes, de jeunes adolescentes qu'il a toujours considérées comme des sales putes, qui en vient progressivement à monter en puissance dans des agressions physiques, à matraquer son oncle avec un extincteur, à cogner sur sa mère toute une nuit parce qu'elle a refusé de lui faire ce qu'il voulait, et qui vient à cogner véritablement tous les aidants sociaux, assistants sociaux, éducateurs, comme une véritable bombe à retardement d'agression physique. Cet homme-là a juste, comparativement à Vincenzo Aiuttino, connu en prison un prédicateur salafiste, qu'il a orienté dans ses motivations fantasmatiques vers l'idéologie. Et il en est venu à être cadré, en quelque sorte, à trouver les rails de son passage à l'acte dans des actes plutôt terroristes, plutôt missionnaires, à s'en prendre aux juifs, à une catégorie de gens en tout cas, des militaires, des choses comme ça, mais toujours avec les mêmes critères d'un tueur en série, un militaire. D'ailleurs, au début, on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Puis une période d'accalmie, puis ensuite 2 militaires, puis ensuite une période d'accalmie, puis ensuite 2, 3, 4 personnes dans une école juive, et ensuite état de siège. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces gens-là, on les voit arriver de très loin. La police les connaît depuis longtemps. Ils ont eu le loisir de les entendre, de les réécouter, de les mettre en prison, de les interroger pour tout ce qu'ils ont fait depuis très longtemps. Et Vincenzo Aiuttino, malheureusement, profite du système. C'est une autre façon de faire mal à notre système. En disant, vous voyez, vous m'avez arrêté, vous m'avez emprisonné, vous m'avez empêché d'être quelqu'un... je ne me sens pas normal, je suis quelqu'un de totalement étranger à votre société, en fait, je suis à côté. J'ai en moi une rage incroyable. Vous m'avez frustré à un point, vous m'avez fait mal à un point, à ses yeux, que vous allez payer maintenant. Alors après, Vincenzo, lui, s'est accroché à ses fantasmes exhibitionnistes. Voilà, et qui vont devenir progressivement, sans doute, des fantasmes nécrophiles, à vouloir toujours prendre plus de temps avec ses victimes, à aller créer une antre sexuelle, où il va prendre en otage cette victime, aménagée dans la cave, tenez-vous bien, alors que sa femme et son enfant sont au rez-de-chaussée, dans la même maison. Mais non, il va faire venir la 3e victime dans sa cave, passer un temps considérable avec elle, avec la chaîne stéréo, avec le lit qui va avec l'aménagement qu'il est en train de mettre en place, et qui vraiment présageait du pire pour la série criminelle si on ne l'avait pas arrêté. L'antre de Vincenzo Aiuttino, c'est la cave des horreurs sexuelles. C'est un aménagement organisé de tout ce qu'il aimerait y faire avec sa victime et ses futures victimes, bien sûr. Comment peut-on imaginer que l'on crée une pièce spécialement dédiée dans une maison privée à des relations sexuelles et autres, en tout cas d'une victime kidnappée, enlevée, si ce n'est s'inscrire dans la durée? Personne ne crée une pièce spécialement dédiée à quelque chose dans une maison pour une seule fois. On en vient bien sûr à vouloir y profiter, prendre du temps, y consacrer donc ses plaisirs. Mais au lieu d'y mettre une table de ping-pong, il y met une chambre de torture sexuelle. Une chambre, en tout cas, de ritualisation plus ou moins nécrophile avec sa victime. Oui, il s'inscrivait dans la durée. Il s'inscrivait dans l'organisation de tout ce qu'il expérimentait et avait dans sa tête fantasmatiquement pour le concrétiser dans les faits. Et l'environnement, la pièce, tout ce qui va donc travailler la concrétisation de ce fantasme est évidemment une signature comportementale, ou de nouveau, comme sur la scène du crime, avec un cadavre et un positionnement, il va projeter mentalement sur un lieu qui lui est propre toute une série de choses qu'il aimerait faire conformément à son fantasme. Cet homme
est sans doute extrêmement dangereux. Il a montré qu'il était dangereux. Il n'a jamais arrêté, depuis qu'il est délinquant, à monter en puissance, à toujours se structurer avec plus d'organisation, plus de perversité, plus d'audace aussi, d'aller chercher une victime qui a 40 ans, qui est connue donc de ce cabinet médical, qui a un docteur qui s'occupe d'elle. Mais ça ne l'arrête pas. Il l'a vue, il a flashé sur elle, et il en vient, avec beaucoup d'audace, mais de malignité, de ruse, à crever son pneu. Alors qu'elle sortait du cabinet médical, de lui porter assistance, de faire descendre cette voiture en relâchant le frein à main, parce qu'il sait que voilà, c'est juste à côté qu'il habite et qu'il pourra l'emmener dans sa cave des horreurs, dans son antre sexuel perverse. Cet homme n'a pas froid aux yeux, a un grand sang-froid. Il démontre à quel point même, et tant mieux, il était aveugle de son ego. Son ego l'a trompé, car finalement, on peut facilement remonter à lui grâce à son dernier crime. Tant mieux, mais ça montre à quel point son narcissisme est puissant. Rien, et certainement pas l'autorité de qui que ce soit, pourrait l'arrêter. Même pas son père. Justement, l'enfance d'Aiutino, une enfance particulière, est-ce que ça conditionne justement le profil que vous avez décrit, ou c'est déjà dans ses gènes à la base? Oui, est-ce que c'est l'enfance qui justifie ce profil que vous avez décrit, ou est-ce que c'est comme ça? Pourquoi Vincenzo Aiutino est devenu tueur en série? On évoque souvent des causes génétiques, des causes sociologiques, psychologiques, psychiatriques. Je crois que la vérité n'est guère génétique, en tout cas. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient du criminel né, de la biologie prédéterminée au crime, tel que par exemple Cesare Lombroso, bien connu en la matière, criminologue italien, l'énoncé n'a jamais vraiment été scientifiquement démontré. Qu'il y ait bien sûr des anomalies mentales, des régions du cerveau, l'a-t-on pu même, pour le coup, prouver scientifiquement dans l'imagerie visuelle du cerveau, par exemple. Des dysfonctionnements qui en viennent voilà, à travailler une plus grande impulsivité, une plus grande agressivité, des prédispositions, finalement, à transgresser les lois ou à manquer de contrôle. C'est sûr. Mais tuer en série, ce n'est quand même pas la même chose. Tuer en série, ça veut dire déjà potentiellement faire 10, 15, 100, 200 victimes à l'échelle d'une vie, si personne ne l'arrête. C'est pas uniquement être prédisposé à l'impulsivité. C'est pas non plus quelqu'un qui est un robot de type Robocop, Terminator, qui est programmé à tuer et qui serait comme déclenché en appuyant sur on et qui fait ses crimes. Pas du tout. C'est, je crois, avant tout un mélange de plusieurs facteurs. C'est difficile, vraiment, au cas par cas, de dire il y a un tronc commun, quelque part, un processus général par lequel on passe vraiment en toute étape, systématiquement, même si des modèles existent, c'est compliqué. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'en reviens à ces trois fondamentaux, qui pour moi ressortent de l'expérience qui a été la mienne. L'amour, l'estime de soi et l'identité. Ce sont trois piliers qui font qu'une personne normale, s'ils sont suffisamment développés, en viendra être bien intégrée, plutôt bienveillante, plutôt tirant les leçons de ses erreurs dans l'intérêt de soi et des autres. Mais si vous avez un manque très important, chronique, d'un, de deux, voire même de trois de ces piliers, alors il y a un vide existentiel. Et ce vide existentiel peut prendre alors différentes formes en conséquence. Suicide. Pourquoi continuer à vivre quand je n'ai rien en moi? Je suis déjà mort, vivant. Et on peut effectivement se donner à des tueurs de masse, c'est-à-dire je vais me faire exploser parce que j'ai rien, donc je me remplis
de salafisme, et puis je me saute après, parce que de toute façon, ma vie, qu'est-ce que c'était avant, maintenant je la donne à Allah, etc., etc. Il y a le vide existentiel qui fait qu'à un moment donné, on se dit, mais ah oui, parce que je ne suis rien, mais voilà, je vais compenser par l'estime de soi en devenant un grand chef d'entreprise, un grand président, un grand quelque chose, pour avoir le sentiment d'exister. Mais tout ça est faux. Il le sait très bien. Au fond de lui-même, il est toujours vide. Comment remplacer notamment de l'amour par de l'estime de soi? Ce sont deux choses très différentes. Quand on a manqué d'amour d'une mère ou d'un père, il faut le restocker par quelqu'un d'autre, qui vous donne du véritable amour. Mais si personne ne fait ça, alors vous avez l'illusion qu'avec un grand travail, de grands diplômes, le fait que vous êtes toujours à dominer les autres, que vous êtes un grand dictateur, par exemple aussi, eh bien, vous êtes quelqu'un. Mais en fait, vous n'êtes toujours rien. Vous êtes l'illusion de vous-même. Vous regardez en face d'une glace, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un d'important, mais vous n'êtes en fait que l'importance que vous vous êtes donnée. Un tueur en série raisonne de la même manière. Simplement, il a pris un axe qui, sans doute, résulte d'une fixation traumatique. Vincenzo Aiuttino a sans doute connu une enfance malheureuse. Comme beaucoup de tueurs en série, mais pas tous. En tout cas, de ce que l'on connaît des études criminologiques. Un père violent, c'est incontestable, qui l'a vraiment humilié. On peut parler d'humiliation terroriste. On peut parler de fait de manger ses excréments, effectivement, lorsqu'il avait commis une faute. On peut parler aussi donc de coups, vraiment d'un homme qui était un tractopelle sur son fils. Un rouleau compresseur, vraiment. C'est terroriste, c'est du terrorisme psychologique sur son fils. Une mère qui peut faire quoi alors? Sinon subir la même chose que son fils, qui va forcément démissionner puisqu'elle est impuissante face à un tel personnage, et qui essaie de vivoter en gardant l'apparence, elle aussi, d'une vie à peu près normale. Mais déjà là se joue beaucoup de choses, c'est-à-dire que père violent, mère démissionnaire, on peut considérer que Vincenzo Aiuttino, première hypothèse de travail, est devenu un enfant roi. C'est-à-dire que, massacré par son père, il dit, toi maintenant tu ne me massacreras plus. Les gens qui viennent me massacrer, je vais les décalquer grave. Et sa mère, t'aurais dû me protéger, t'aurais dû me sauver, t'aurais dû me donner de l'amour, tu m'as rien donné. Putain de femme. Saloperie de femme. Et là, il ne faut pas y voir longtemps. Déjà, la porte ouverte sur la vision qu'il a de la femme en général. Mais c'est pas fini. Il est témoin, pour le moins, d'inceste répété de son père sur l'une de ses sœurs. De ce que l'on sait. Alors, il est voyeur de cet inceste. Il est peut-être acteur, co-acteur, nouvel acteur de cet inceste sur sa sœur. Mais en tout cas, l'interdit a été transgressé. Relation sexuelle précoce, perversité ou perversion en action dès son plus jeune âge. Il est attisé, avec une avidité très importante, de cette sexualité précoce. Qu'il l'ait vue ou qu'il y ait participé. Peu importe, l'effet est le même. Mais j'aurais tendance à dire qu'il a effectivement été plutôt spectateur. Parce que l'ensemble de ces crimes à venir sont plutôt des paraphilies déviantes, alternatives d'une relation sexuelle normale. Je l'ai dit, fétichisme, voyeurisme, exhibitionnisme. Ce sont toutes des relations sexuelles à distance, où on touche pas ou peu la victime. Donc il y a peut-être un parallèle à faire, en tout cas une recherche à faire sur « j'ai vu ma sœur se faire incester 1000 fois, je deviens un agresseur sexuel, voyeur, exhibitionniste pour le moins. » Maintenant, on ne peut pas exclure aussi, et là, ça expliquerait aussi le clash, qu'il est lui-même, dans cette avidité sexuelle d'enfant, voyant son père incester sa sœur, voulait le faire aussi. Ou peut-être même que son père lui dit, vas-y, fais aussi. Fais comme ton papa, apprends, hein? Et là, peut-être,
que cette première relation sexuelle, ces relations sexuelles incestueuses, son père donc les vit d'un très mauvais œil. En disant, tu me prends celle avec qui je suis en relation sexuelle. Tu es celui qui est le rival. Tu es celui qui est le compétiteur sexuel désormais dans cette histoire-là. Nous convoitons la même proie incestée. Là, on comprend très bien le clash fort qu'il peut y avoir donc dans cette relation sexuelle. Peut-être que lorsque vient le moment où il désire, avec la même avidité, 20 ans après, une femme dans la rue, il la voit, il a envie d'elle, il l'attire stratégiquement comme une mouche dans la toile d'araignée, et là, il s'exhibe, ou il va dans une relation sexuelle comme il voulait l'avoir avec sa sœur. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir si sa sœur ressemble physiquement et psychologiquement aux victimes. Un tueur en série a des périodes d'accalmie. Mais ces périodes d'accalmie peuvent varier beaucoup en raison de différents facteurs, mais en particulier son profil psychocriminologique. Par exemple, vous avez des violeurs, imaginons gentlemen, qui sont plutôt des personnes très inorganisées, très impulsives, qui vont répéter de ce fait assez rapidement le crime. Et puis d'autres, des sadiques, des cruels, à l'autre extrémité de la chaîne criminelle, qui sont beaucoup plus organisés et qui peuvent même mettre 3 mois, 6 mois, 1 an avant de recommencer. Ils préparent sereinement, spécifiquement la chose. Concernant Vincenzo Aiutino, je dirais que entre la première et la deuxième victime, mais dont on apprendra, c'est vrai, plus tard, en fait, qu'elle a eu lieu, hein, on ne connaîtra la deuxième victime que lorsque on aura arrêté l'individu pour la troisième. Il y a quand même 44 jours entre les deux. C'est un délai court pour un tueur en série. Même organisé. Bon. Et là, je dirais que c'est par contre plutôt cohérent avec un profil de tueur sexuel à dominante organisée de type impulsif, en tout cas ayant une pulsion sexuelle de type exhibitionniste, comme c'est le cas de Vincenzo Aiutino notamment. Quand on a, en revanche, une période d'accalmie entre la deuxième et la troisième victime, même rétrospectivement, qui va, de mémoire, de l'ordre de 6 mois, en tout cas de plusieurs mois, c'est anormal. C'est anormal au sens où une telle pulsion a du mal à se cantonner à un vide abyssal durant cette période-là, sans au moins quelques tentatives. Même si on l'imagine à vouloir aménager sa cave, qu'il prend un certain temps, mais enfin quand même pas, c'est pas extraordinaire, hein, ce qu'il a pu faire au moment où la troisième victime s'y trouve, ça prend une journée à peine. Donc c'est pas ça qui explique aussi le temps très important entre la deuxième victime et la troisième victime. Je pense que cette période d'accalmie est anormale. Et je pense qu'elle ne correspond donc pas à son profil. Je pense donc qu'il est plus raisonnable de penser qu'il ait commis d'autres actes durant cette période qu'il n'en ait pas commis. De ce fait, pensons également que les disparitions de jeunes femmes, ou un peu comme nous le vivons aujourd'hui avec les histoires d'harcèlement sexuel, devraient être mobilisées. C'est-à-dire on devrait appeler les gens dans la zone à davantage signaler, dans leur intérêt, ce qui a pu éventuellement se passer en matière de tentative, déjà. Et de reconstituer, maintenant qu'on le sait, quand même, qu'on a affaire à Vincenzo Aiutino, ces déplacements dans la période, qu'on puisse reconstituer non seulement au moment des faits ou de la période des faits connus, mais également des périodes d'accalmie où nous avons possiblement, voire probablement, d'autres victimes, ne serait-ce qu'en matière de tentative. Alors nous verrions que finalement, c'est très compliqué pour un pédigré de son genre de rester sans rien faire, d'un point de vue délinquentiel ou criminel, en moins d'1 mois. C'est quasiment impossible. Et même si on imagine qu'il a eu des maltraitances conjugales, des violences conjugales sur sa femme, qui peuvent atténuer son désir de le faire à d'autres, en dehors de la famille, il a besoin de le faire comme il a envie de le faire vis-à-vis de personnes qu'il ne connaît pas. C'est un tueur en série qui, par définition,
ne connaît pas sa victime et qui ressent cette victime comme une chose, comme un mannequin, qu'il va dépersonnaliser, déshumaniser selon son bon plaisir, objet de plaisir. Qui dit tueur en série organisé, dit approche organisée. L'approche organisée peut prendre différentes formes. Séduction, stratégie, guet-apens, drague, gentillesse apparente. Tout est bon. Toutes les manières d'être et de faire qui mettraient à l'aise la victime sont stratégiques, tactiques aux yeux du tueur en série sexuel organisé. Pour Vincenzo Iuttino, c'est clair que nous avons affaire à un individu qui ne laissait apparaître aucune dangerosité au moment où il approche ses victimes. On le sait avenant, confiant, avec un grand sang-froid justement pour jouer le rôle du gentil garçon. Comme tout tueur en série sexuel organisé, il demande assistance ou prête assistance. Il fait venir ses victimes à lui pour l'aider à faire quelque chose, ou il prête assistance parce qu'il y a un pneu crevé pour la troisième, mais c'est lui qui a crevé les pneus. Dans l'état dans lequel, en tout cas, il se trouve au moment de l'approche de ses victimes, il est vraiment contrôlé. Il sait exactement ce qu'il fait, il est conscient des mots et des attitudes qu'il va avoir vis-à-vis d'elle, il interagit de manière très instinctive, très intuitive avec elle en temps réel, afin qu'elle vienne à lui comme il l'avait prévu. Et il y arrive. À 3 fois, au moins, il y arrive. D'ailleurs, de ses antécédents connus, celle qu'il a tenté d'assassiner, il était également arrivé en amenant cette personne dans sa voiture, puis dans un lieu isolé, avant de la laisser morte, se refusant à ses ébats sexuels. Donc, c'est un individu, de ce fait, vraiment prédateur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, la prédation, c'est l'acte par lequel on en vient à piéger son gibier par tout artifice, ruse, qui permettrait donc de l'attirer dans son traquenard. Vincenzo Iuttino est incontestablement, de ce point de vue-là, un vrai tueur en série américain. Il correspond au profil qu'on s'imagine, la plupart du temps dans les films hollywoodiens ou autres, du type qui masque complètement son anormalité. Et il faut comprendre cela. Lorsque vous n'êtes pas quelqu'un, vous êtes vide à l'intérieur, vous prenez tout ce qui se présente à vous pour l'intégrer. Vous êtes un kaléidoscope de tout ce qui est votre environnement. Alors, c'est facile à un moment donné de dire « Hey, comme ça, pouf, je ressors la facette que j'ai intégrée de la personne que j'ai vue. Ah, lui, il est comme ça, pouf, je reprends ça. » C'est un adaptable de première. C'est un caméléon. C'est un individu qui, en tout cas, quand il le veut, quand il met en marche la machine de la séduction organisée, a toutes les ressources nécessaires pour le faire de la meilleure façon. Et surtout qu'il a eu le temps quand même, pendant une bonne quinzaine d'années au moins, de rôder son approche. C'est-à-dire qu'il a eu le temps quand même de dire, voilà, si ça fait ceci, ben, il va se passer cela. Si donc je vais en prison, c'est que j'ai manqué ça. Si donc le policier me pose cette question, je sais qu'en gros maintenant, il a des billes ou il n'a pas des billes. Il apprend. Et de cela, il se dit, si je veux vraiment arriver à ma plus grande gratification sexuelle, si je veux vraiment que cette fille reste une semaine peut-être dans mon antre, si je veux que je ne sois pas arrêté encore une fois, et que je puisse me livrer à mon plus grand plaisir, je dois être fin, subtil, rusé, particulièrement intelligent d'un point de vue pratique avec ses victimes. Parfait. Le procès, docteur Monté, vous étiez présent, c'est le moment où vous avez pu rencontrer, du moins voir à Iuttino, votre sentiment? Le procès à Iuttino était pour moi un moment extrêmement important, parce que très révélateur du personnage. C'est quand même un moment cardinal où vous avez quasiment toutes les parties en présence
qui cristallise hein, voilà, tout ce qui s'est passé dans l'affaire, mais vous avez en face de vous, derrière la glace, le tueur en série. Et comme il est important pour moi d'analyser le comportement de toute personne, et en particulier des criminels, c'était presque un livre ouvert pour moi. Parce qu'en plus, il ne se cachait guère de ce qu'il était, malgré ses moments à essayer de faire croire qu'il était un gentil garçon. Alors, d'abord, il se présente avec le narcissisme évident des appareils photo qui crépitent, dont les flashs crépitent, les médias qui se tournent vers lui avec une grande satisfaction. Et là, il ne peut pas cacher le fait qu'il va passer à la postérité et que ce moment est pour lui une autre forme de gratification intime. On le voit, il drague la caméra. Ensuite, c'est un individu qui toise l'assistance. Il est un vrai mirador qui passe en revue, hein, dans son panorama visuel, tout. Et c'est là où on voit qu'il scrute tout. Il est vraiment dans le détail. Il est chirurgical dans sa manière de voir les choses et donc recherche déjà une proie. C'est terrible à dire, mais il regarde dans l'assistance qui pourrait être suffisamment attractive pour lui. Et a aussi, je dois le dire, un vrai dédain, un vrai mépris même, vis-à-vis des familles des victimes, en particulier des pères présents, et également de toute personne qui lui jetterait un regard particulièrement hostile ou indifférent à son égard. Il sait aussi le voir. Et moi, je suis au premier rang. Je suis vraiment en face de lui, et j'ai, je le dois dire, le souvenir d'un élément crucial qui vraiment dépeint sa personnalité. Au premier jour de son procès, il s'est écoulé peut-être 20-25 minutes. Tout le monde est là, assis, paisible. On entend déjà le personnage voilà, se présenter. Et là, la porte s'ouvre, il y a une journaliste. C'est la journaliste à l'époque de France 3. Une magnifique jeune femme, 1m75 peut-être, brune, extrêmement élégante, comme on peut l'imaginer du prototype de certaines présentatrices. Elle arrive en retard, elle franchit comme ça donc l'assistance et vient s'asseoir juste à côté de moi. Le temps qu'elle a passé, tenez-vous bien, à venir de cette porte jusqu'à s'asseoir. Il faut imaginer un type qui était comme ça, Ayutino en face qui était comme ça. Blablabla, bla, 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 moi je suis moi le juge. Et il revient à vous. Il a capté que cette femme était une de celles qu'il aurait aimé se faire. Il ne la lâche pas du regard. C'est un vrai félin qui ne manquera rien, pas une miette, de cette façon qu'il avait de dévisager de haut en bas cette femme. Et déjà, on le voyait dans cette froideur du regard, dans cette froideur implacable du regard, on sentait que la mort passait comme un espèce de scanner. Voilà. Le scanner de la mort passait sur cette femme rien que par un regard. Vous avez un scanner, vous imaginez, vous voyez tout le squelette d'une personne. Mais non, lorsqu'il a son regard posé sur elle, c'est un scanner de tout le scénario criminel, en quelque sorte, qui passe sur cette femme en quelques instants, quelques secondes. C'est pas une lubie. J'insiste bien, c'est pas une imagination qu'on a là. C'est vraiment ce qui est une des choses les plus caractéristiques du regard d'un tueur en série, à la fois vide, à la fois mortifère, à la fois projetant son fantasme sur une victime et qui déshabille à nu dans sa tête ce qu'elle est et est déjà en train de se délecter fantasmatiquement de ce qu'il aimerait lui faire. Cette femme s'est assise, elle a croisé son regard, déjà en rentrant, mais après, voilà, parce qu'il ne se lâchait plus quelque part du regard à cause de ça.
Elle n'a pas pu rester de mémoire 5 à 10 minutes qu'elle est déjà repartie. Parce qu'elle se sentait tellement en danger, rien que par le regard. Elle sentait que ce regard était une forme d'emprise sur elle. Une emprise où elle se sentait presque déjà assassinée de manière perverse par ce regard. Et moi, j'étais à côté. Je voyais autant lui qu'elle. Je voyais l'agresseur, je voyais la victime potentielle. J'étais, vous voyez, au carrefour, en quelque sorte, psychocriminologique de ce qui se jouait en temps réel. Et là, je n'ai pu que penser, évidemment, à toutes ces victimes, dont je n'ai pas pu observer à ce moment-là, bien entendu, ce qui s'était joué, mais qui étaient sans doute très similaires au moment précis où il regardait ces femmes et il était un vrai chat avec une souris, où il était une vraie araignée avec une mouche qui tombait dans sa toile. De manière très surprenante, durant tout le procès, en dehors de ces moments de regard que seuls peut-être quelques spécialistes ont pu capter ou la victime potentielle, on a eu affaire à un jeune homme, bel étalon italien, bien habillé, parlant bien, calme, plutôt serein. Et vraiment, à certains moments, si on n'avait pas eu des experts psychologues ou psychiatres qui avaient raconté en gros à qui on avait affaire, on était dans l'apparence de quelqu'un qui aurait pu ne pas commettre ce genre de crime. On ne s'imaginait pas à certains moments que cet homme-là, dans le box des accusés, aurait pu faire ça. Sauf que, lorsque la condamnation tombe, réclusion criminelle à perpétuité, avec 18 ans de sûreté, le père d'Isabelle, le Nénan, la première victime, un homme blessé à vie, un homme, un père, fort, caractère fort, ressent une forme d'injustice. Il se dit, mais 18 ans, seulement pour 18 ans pour ça. Il ne peut pas s'empêcher. Il se lève de sa chaise. Il est, voilà, dans les premiers rangs. Il dit, mais, putain, mais, je sais pas ce que tu es, mais tu es une merde absolue. Je vais te crever, mon grand. Vraiment, tu ne mérites pas ça. Il l'insulte, il l'humilie, il le provoque, en quelque sorte. Ça sort, quoi. Et là, le Vincenzo Aiutino, gentil, dragueur, serein, tout calme, tout serein, se fige vraiment dans le regard comme un tigre. Le regard froid, sans aucune expression. Tout est statique, comme rigide, comme un tronc. On sent bien même que son corps devient totalement pétrifié. Il enjambe le parapet. Imaginez, vous avez une vitre qui normalement empêche cet individu d'aller bien sûr vers le public. Mais non, très facilement il l'enjambe. Et il fonce sur cet homme, sur ce père, pour l'étriper. Là, très clairement, on a affaire à un fauve, une véritable furie que rien ni personne n'aurait arrêté si 2, mais c'est pas assez, policiers, 3, 4, policiers, mais c'est pas assez, 8 au total, seront nécessaires pour maîtriser cet homme plaqué au sol. Maîtriser, on se demande même, voilà, les policiers, ils en ressortent, ah, ils sont tous là, oh putain, ah. Parce que vraiment, c'était quelque chose. Voilà. Devenu une bête humaine. Là, à ce moment précis, on a eu peur pour nous déjà. Parce qu'il aurait très bien pu voilà, aller dans la salle et faire n'importe quoi. Mais on n'a pu qu'imaginer cette bête humaine face aux 3 victimes. On s'est dit, quelle chance avait-elle? Aucune. Pouvait-elle dire quelque chose qui aurait empêché le massacre? Non, rien. Y avait-il un élément qui aurait pu être une échappatoire face à un tel fauve?
Et là, on a vu donc un individu capable de jouer le tout gentil garçon en public, dans son procès, remettant à la place ses avocats en disant non, 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 moi j'estime que cette défense-là, elle n'est pas bonne du tout, je suis mon propre avocat, je trouve les bons arguments, je suis vraiment celui qui est presque inattaquable. Pour qui me prenez-vous? Me faire passer pour un tueur en série? Moi, le gentil garçon? Mais non, une provocation du père, car c'est pas rien. L'insulte vient du père de la victime, qui a la même trempe quelque part, qui lui rappelle plus exactement la même trempe que le sien, qui lui rappelle la même domination que le sien, qui lui rappelle la même maltraitance que le sien, au pire des moments, c'est-à-dire au moment où il va aller en prison pendant au moins 18 ans. Ce père qu'il a toujours condamné, qui ne lui a jamais donné d'amour, qui l'a violenté, qui lui a fait manger des excréments, qui lui a fait assister aux incestes, qui l'a peut-être même amené à faire des incestes, qui a été le principal homme malveillant de toute sa vie, il le revoit en face de lui. Mais il a alors une bonne trentaine d'années. Je vais te tuer. Tout ça, c'est à cause de toi. Est-ce que Vincenzo Aiutino peut être libéré un jour? 3 niveaux de réponse. Premier niveau, statistiquement, vaut mieux pas. Parce que tous les tueurs en série, à quelques rares exceptions près, ont tous recommencé. Deuxième niveau de réponse, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas dans le collège d'experts. Je ne me permettrai donc pas de donner un avis éclairé et définitif sur le sujet. Cela appartiendra à ceux qui le verront. Et je prierai pour que suffisamment de formation, d'expérience et de compétences soient au niveau que requiert cet examen pour qu'on soit au fait de ce qu'il est vraiment. Troisième niveau de réflexion, c'est mon intime conviction. Mon intime conviction est que cet homme ne devrait jamais être relâché. Parce que mon expérience criminologique m'a montré qu'il y a, chez certains profils de criminels en tout cas au moins, un continuum. C'est-à-dire une signature biographique. C'est-à-dire une manière d'enchaîner les événements et de donner un sens à sa vie qui, sans lequel finalement il ne pourrait vivre vraiment. Voilà. Et si la mort fait partie de sa constitution psychologique, du sens donné à sa vie, de la manière dont il serait le plus heureux et le plus gratifié au plan sexuel ou narcissique, pourquoi voulez-vous qu'il trouve autre chose? Pourquoi voulez-vous qu'il fasse autre chose? Vincenzo Aiutino est quelque part devenu, malgré lui en partie, à cause de lui en partie aussi, un individu très dangereux, parce que comme nous avons envie de manger, lui il tue. Comme nous avons envie de faire l'amour, lui il tue sexuellement. Comme nous avons envie de faire grandir nos enfants de manière bienveillante, il joue avec des cadavres et organise un autre pour prendre son temps et faire le jeu des petits-enfants avec un cadavre. C'est le sens de sa vie. Il vit dans la mort des autres, il vampirise la vie des autres, il recherche au bout du compte, à pomper tout ce qu'il n'a pas eu. C'est le sens de son existence. Cet homme-là, donc, de mon point de vue, est irrécupérable, au sens où les probabilités psychocriminologiques de récidive sont extrêmement élevées.